Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette conférence qui a pour thème réussir sa première déclaration Opérate. Alors dans le terme réussir, il y a déjà plusieurs choses. Il y a déjà réussir à la faire. C'est le premier élément qui doit donner quelques sueurs froides à pas mal d'entre vous. Mais dans réussir, il y a aussi optimiser, parce qu'on le verra, il y a un sujet à la fois de mise en conformité, évidemment, dans la réglementation du dispositif éco-énergie tertiaire, comme le législateur souhaite qu'on l'appelle maintenant. Et il y a également un objectif d'optimisation qu'il faut considérer dès, si possible, la première déclaration. On est à J-186, si je ne m'abuse, avant l'échéance déclarative du 30 septembre 2022. Il nous reste quasiment pile 6 mois pour être prêt et pouvoir appuyer sur le bouton. Donc nous, on constate chez nos clients des niveaux de préparation assez hétérogènes. Mais globalement, ce qui ressort, c'est qu'il reste quand même beaucoup de chemin pour différentes raisons. On va essayer aujourd'hui de vous faire gagner avec Pierre, qui est Energy Manager Senior, directeur de projet chez Adviseo, du temps sur vos prochaines semaines et pour vous aider un petit peu, on espère, sur cette déclaration. 2 mots sur Adviseo, peut-être pour vous dire pourquoi on pense être un petit peu légitime sur le sujet. C'est la question que je me poserais si j'assistais à ce type de conférence. Donc Adviseo, on est aujourd'hui 80 personnes. On est une société spécialisée dans la performance énergétique des bâtiments et issue du groupe d'ingénierie CETEC. On a une forte croissance. D'ailleurs, on recrute en ce moment, si certains d'entre vous sont intéressés. Et on gère des parcs immobiliers importants sur l'énergie management, de la collecte des données énergétiques, c'est un sujet qu'on va pas mal dérouler aujourd'hui, à l'optimisation et à la réduction des consommations d'énergie. Vraiment les deux objectifs principaux du décret tertiaire. On accompagne notamment des patrimoines immobiliers de foncières. On a la plus grosse foncière européenne, en l'occurrence Gecina, qu'on accompagne sur la trajectoire bas carbone et l'accompagnement décret tertiaire. On accompagne également, et Pierre connaît bien ce projet, le patrimoine immobilier d'Orange dans sa globalité, entre autres. Voilà, on a aussi Carrefour sur quasiment l'ensemble des hypermarchés français. Et donc on est avec nos energy managers les mains dans le cambouis en ce moment sur tous ces projets. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de cas variés sur des patrimoines variés qui nous permettent de commencer à avoir un peu de recul sur ce sujet-là. Alors, un rapide rappel du calendrier réglementaire. Donc c'est évidemment l'échéance du 30 septembre 2022 qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Peut-être pour rappeler les arrêtés méthodes qui ont été publiés depuis que le décret tertiaire est entré en vigueur. Donc il y a eu un premier arrêté peut-être en avril 2020 qui a défini les méthodes de calcul, qui a été ensuite modifié par un arrêté en janvier 2021, qui était le premier arrêté méthode valeur absolue, que peut-être certains d'entre vous ont suivi, qui a défini les valeurs absolues, on y reviendra au cours de cette conférence, pour les bureaux, l'enseignement et la logistique. Donc il en reste beaucoup de catégories d'activités et de sous-catégories qui n'ont pas encore fait l'objet de la divulgation de ces valeurs absolues. C'est un des aspects qu'on déroulera ensemble. Il y a un arrêté qui est en consultation en ce moment, sur un ensemble de valeurs, mais il y a certains secteurs d'activité qui sont un petit peu dans le flou vis-à-vis de certaines activités de leurs bâtiments, ce qui pose certains évidemment problèmes pour bien se préparer. Mais il faut composer avec d'ici le 30 septembre. Voilà, donc on va commencer par, on va rentrer dans le vif du sujet sur le b.a.-ba, mais qui est important de rappeler, c'est qu'est-ce qu'il faut déclarer sur Opérate et comment. Et ce qui frappe, pour ceux et celles d'entre vous qui s'y sont penchés, c'est à la fois le jargon réglementaire. Il y a beaucoup de termes qui peut-être commencent à vous être familiers, EFA, CABS, CRELA et consorts, qu'il faut commencer à s'approprier. Et par ailleurs, il y a une logique aussi de déclaration qu'il faut bien comprendre derrière le décret tertiaire. Donc, ce qu'il faut déclarer principalement, on a schématisé pour essayer de simplifier, c'est d'un côté les entités fonctionnelles assujetties, qui est un concept très important dans le cadre du décret tertiaire, qui impacte beaucoup de choses.
et d'un autre côté, les consommations pour chacune de ces entités fonctionnelles assujetties. Dans le cadre de la déclaration des entités fonctionnelles assujetties, donc une entité fonctionnelle assujettie, pour résumer, c'est un binôme entre un propriétaire et un preneur à bail, un locataire, sauf dans le cas d'un propriétaire qui est occupant, mono-occupant de son bâtiment. Mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Une entité fonctionnelle, c'est un binôme entre un propriétaire et un preneur à bail. Au départ, vous allez dire dans quel cadre je suis, pourquoi je suis assujetti. Donc c'est la qualité et le cas d'assujettissement. Il y a 3 qualités d'assujettissement. Donc c'est propriétaire occupant. Ça c'est le plus simple. Vous avez un deuxième cas qui est presque le plus complexe, c'est propriétaire bailleur. On y reviendra. Et un troisième cas qui est preneur à bail ou occupant. Ça, c'est la qualité d'assujettissement. Et les cas d'assujettissement, vous en avez 4 cette fois. C'est d'abord un bâtiment qui est totalement tertiaire. Vous avez ce premier cas. Vous avez avec une entité fonctionnelle seulement. Vous avez le cas où le bâtiment est totalement tertiaire, mais avec plusieurs entités fonctionnelles. Vous avez le cas des bâtiments mixtes, qui commence à complexifier pas mal de choses sur la saisie et la collecte. Et vous avez le cas d'avoir plusieurs bâtiments à usage tertiaire sur une unité foncière ou un site considéré. Et dans les EFA, on a regroupé par catégorie ce qui vous est demandé sur la déclaration PERAT. C'est en gros le SIRET, l'adresse et les références cadastrales. C'est les principales informations qui vous sont demandées là-dedans, mais j'allais dire que le début de complexité sur les EFA, c'est surtout ces questions de qualité et cas d'assujettissement. Sur les consommations, alors là, ça se complique un petit peu. Pour chaque entité fonctionnelle assujettie, vous allez devoir définir les consommations et donc dire dans quelle catégorie d'activité vous vous rangez, bureau, enseignement, etc. Et pour chacune de ces catégories d'activité, vous avez des sous-catégories qui ont une importance assez cruciale à la fois pour la déclaration et pour l'optimisation. Je donne un exemple très concret. Si vous avez des bâtiments de bureaux, ça peut être une entité fonctionnelle assujettie. Imaginons que c'est une entité fonctionnelle assujettie sur du bureau. Vous n'allez pas forcément avoir une seule ligne sur les consommations, puisqu'en fait, vous allez découper par sous-catégorie d'activité cette même entité fonctionnelle qui concerne des bureaux. Puisque dans les bureaux, vous avez la possibilité d'être en flex office sur une partie de la surface, d'être en open space et d'être en bureau cloisonné, ce qu'ils appellent bureau standard dans le cadre de la déclaration. Et vous avez une ligne déclarative pour chacune de ces sous-catégories d'activité. Donc là, j'ai pris l'exemple des bureaux, mais c'est la même chose pour tous les secteurs. Et pour chacune de ces sous-catégories d'activité, pour vos entités fonctionnelles, vous allez définir des surfaces. Donc dans un bureau, concrètement, quelle surface j'ai en bureau cloisonné, quelle surface j'ai en flex office ou en open space. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose à voir sur la durée, puisque la déclaration est annuelle, mais aussi le choix de l'année de référence, on y reviendra, implique, si vous voulez optimiser en tout cas, que vous fassiez ce travail sur l'historique de consommation depuis 2010. Et c'est là où ça devient assez sport, c'est-à-dire que vous allez devoir, sur des critères qui sont définis par sous-catégorie d'activité, pour les bureaux, ça peut être par exemple le taux d'occupation, ça peut être la surface chauffée, etc. Vous allez devoir faire ce travail archéologique pour dire à telle année, en tout cas si vous voulez optimiser de la meilleure façon, à telle année, j'avais telle surface qui était de l'open space, telle surface qui était du bureau cloisonné, etc. Voilà, et dans les consommations, vous allez ensuite, une fois que vous avez vos surfaces par sous-catégorie d'activité, définir les consommations toute énergie. Donc le terme toute énergie, on y reviendra, est central parce que le plus gros n'est pas le plus compliqué à aller chercher. En revanche, le décret tertiaire vous demande l'exhaustivité des données. Donc électricité, gaz, butane, fuel, bois, propane, etc. Et là, ça peut se compliquer. Mais il faut le faire. Et les intensités d'usage, c'est un concept sur lequel on reviendra avec Pierre, qui est assez crucial dans le cadre de l'optimisation. Je parlais tout à l'heure de taux d'occupation, c'est un exemple sur les bureaux. Vous avez aussi, par exemple, pour la logistique, les consignes de température. Donc pour chaque sous-catégorie d'activité, vous allez avoir des valeurs d'intensité d'usage qui vous permettent de moduler votre objectif en fonction de l'activité. Ce qui peut être assez déterminant, parce que c'est évidemment des investissements en moins potentiellement en fonction de comment
vous déclarez les choses. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait déclarer, comment on le déclare? Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà creusé un peu la question. Vous avez la première option qui est la plus évidente, c'est à la main via l'interface Opera, c'est-à-dire vous allez... il y a une interface qui est maintenant fonctionnelle pour déclarer vos entités fonctionnelles assujetties et vos consommations. La deuxième option, c'est via l'import d'un fichier CSV, équivalent Excel. Et la troisième, qui sera prête à partir de 2023, si tout va bien, si le législateur le permet, c'est des connecteurs entre des plateformes de management de l'énergie, dont Adviseo. On est un des éditeurs d'une plateforme de management de l'énergie. L'idée, c'est que vous allez pouvoir, depuis cette plateforme qui aura fait le travail de collecte des données, envoyer d'un simple clic, je schématise, les données vers la plateforme Opera. Voilà. Ce qui est important de noter là-dessus, c'est que les modifications doivent être faites par l'interface Opera. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez faire des modifications via l'import du fichier CSV, il faut tout refaire. Enfin, il faut reprendre l'ensemble de votre fichier et faire les modifications. Ou alors, vous faites les modifications à la marge depuis l'interface directement. Voilà, c'est une petite subtilité qui peut avoir son importance en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas exactement où est le pointeur, je tente tout. Alors, la première option, on vous a mis ici des captures d'écran de la plateforme Opera. Vous avez plusieurs étapes, vous voyez, qui sont définies avec d'abord l'assujettissement, l'établissement, le cadre de reporting, l'occupation, les IUB. Je parlais du jargon, un des jargons sur l'identification de l'entité fonctionnelle et la synthèse. Donc ça, vous allez renseigner vos données pas à pas pour finaliser votre déclaration pour une entité fonctionnelle assujettie considérée. Donc c'est une option qui est viable, alors ça va de soi, mais c'est important de le rappeler, quand le nombre de sites il est limité, ou pour s'exercer à la déclaration. Donc nous on conseille, si vous commencez sur Operat, plutôt que de vous lancer d'abord dans l'import d'un fichier global si vous avez un patrimoine important, commencez par jongler avec l'interface, ça permet de comprendre bien la logique, et c'est sans dommage, hein. Vous pouvez revenir éditer derrière ce que vous aurez fait, donc il y a pas de, c'est réversible. Donc pour s'exercer, c'est intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour des cas très spécifiques que vous avez dans votre parc. Donc il ne faut pas être effrayé par le fait d'avoir certaines peut-être entités fonctionnelles assujetties ou certains cas qui sont particuliers. Faites le gros en fichier CSV et après ajustez sur les EFA qui seraient plus complexes par l'IHM, c'est tout à fait possible. La deuxième option, c'est l'import d'un fichier CSV qui peut faire un peu peur. Il nous a fait peur la première fois qu'on l'a découvert. Bon, après, quand on s'exerce, ça se passe bien. Il y a beaucoup de colonnes, notamment pour le fichier qui concerne les consommations, parce que comme je le disais, il faut déclarer toutes les énergies. Mais c'est plutôt bien documenté. Vous avez là, par exemple, un exemple des référentiels que j'évoquais sur la qualité et le cas d'assujettissement. Et pour chacun de ces référentiels, vous avez des codes uniques qui permettent aux législateurs de s'y retrouver derrière sur ce que vous avez déclaré. Mais il faut quand même du temps, voilà, faut être honnête là-dessus, il faut du temps pour se plonger là-dedans. Ça nous a pris, enfin, on n'est pas encore au bout de nos surprises, mais on commence à maîtriser un petit peu chez Adviseo. Voilà, les EFA, les spécificités, évidemment, quand vous devez affronter le sujet des entités fonctionnelles assujetties, la première question, c'est quel est mon périmètre d'assujettissement. Ce qu'on vous a mis ici, c'est les points d'attention dans deux grands cas, le cas où vous êtes propriétaire, et le cas propriétaire bailleur en particulier, et le cas où vous êtes preneur à bail. Donc, dans les points d'attention, quand vous êtes propriétaire, il y a le fait de retrouver, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours, toutes les entités propriétaires sur un parc immobilier. On a des cas où les entités juridiques qui sont propriétaires des différents bâtiments d'un de nos clients peuvent être différenciées. Il faut identifier le syndic de copropriété pour chacune de vos EFA. C'est demandé dans le fichier, donc il faut s'y atteler. Identifier les lots vacants. Donc pour chacun des lots que vous allez identifier dans votre déclaration, vous allez indiquer s'il est occupé ou vacant. Il faut aller retrouver le nom du ou des preneurs à bail et leur SIRET dans les baux. Donc ça, si vous avez déjà un fichier là-dessus, ça aide. Sinon, ça peut être quelque chose qui est évidemment chronophage et qui prend du temps. Et retrouver les numéros de lot associés à chaque preneur à bail. Donc j'insiste sur le fait que tout ça, c'est pas optionnel. Hein. C'est-à-dire que la déclaration fonctionne comme ça.
Et le sujet des entités fonctionnelles assujetties, c'est justement de pouvoir rapprocher un preneur à bail et un propriétaire. Donc, toute cette partie-là est absolument nécessaire. Et pour les preneurs à bail, c'est un petit peu plus simple, mais il faut quand même aller chercher le nom des... Alors ça paraît pareil, trivial, mais ça ne l'est pas toujours. Le nom et les SIRET des propriétaires des entités fonctionnelles considérées. Et ça, c'est pas toujours documenté pour le coup chez les locataires, hein, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même, il faut aller chercher dans les baux. Il faut récupérer les numéros de lot aussi hein, dans les baux si vous êtes concerné, et vérifier quels établissements, si vous êtes dans un groupe, pour ce qui concerne les SIRET, occupent quel bâtiment. L'autre point de passage obligé quand vous allez déclarer vos entités fonctionnelles, c'est Géoportail. Et vous avez un lien direct depuis la plateforme Opera vers Géoportail, puisqu'en fait, l'identifiant unique de votre entité fonctionnelle assujettie, c'est l'ensemble de ces 5 éléments que vous voyez à l'écran. Donc, vous allez chercher vos parcelles cadastrales pour chacune de vos entités. Vous voyez, on a fait un petit exercice de matching. Donc, vous avez le préfixe qui est le numéro INSEE comme commune absorbée. On indique que s'il n'y en a pas sur la parcelle cadastrale, le préfixe est 0 dans le cadre de la déclaration. La section, qui est nommée de la même façon sur la parcelle, et le numéro de la parcelle. Ensuite, la dénomination de bâtiment, c'est quelque chose qui est à votre discrétion. On insiste, nous, sur un point, c'est que le rôle de coordination entre les propriétaires et les preneurs à bail là-dessus est assez central, puisque si vous laissez, en tant que propriétaire, l'ensemble des locataires choisir des dénominations qui ne correspondent pas à ce que vous voulez avoir dans Opérat, vous allez avoir un problème derrière de suivi. Donc, cette dénomination de bâtiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir d'un commun accord, j'allais dire, idéalement entre le propriétaire et le preneur à bail. Et le numéro de lot, là, il est dans les baux, donc par contre, il n'est pas à la discrétion de chacun. Allez, je vais maintenant laisser la parole à Pierre pour ce qui concerne les consommations. Merci, Xavier. Hop, merci. Donc oui, le sujet de la récupération des consommations est un sujet central et du coup le maître mot pour gagner en productivité, c'est automatiser ce qui peut l'être. Puisque au niveau des consommations, vous pouvez vous appuyer sur différentes sources et notamment les factures d'énergie. Les factures d'énergie, vous avez différents fournisseurs au cours du temps et donc sur lesquels du coup vous pouvez vous appuyer pour récupérer des factures sur ces périodes de temps. Mais aussi, ce que vous pouvez utiliser, c'est les données des distributeurs d'énergie. Donc les gestionnaires de réseau de distribution peuvent mettre à disposition des données de kilowattheures qui sont bien évidemment utilisables dans le cadre de votre récupération de consommation. Notamment grâce au déploiement ces dernières années de compteurs communicants, vous avez de plus en plus en fait, de données à disposition, notamment voilà, schématisées par le compteur Linky pour l'électricité ou le Gasper pour le gaz. Mais ça, du coup, c'est pour les consommations générales des immeubles. Aussi, sachez que d'un point de vue automatisation, ces prestataires développent au cours du temps et sont toujours en constante évolution là-dessus pour déployer des systèmes pour capter ces données-là un peu plus productives, un peu plus performantes. Et par exemple, voilà, certains fournisseurs d'énergie maintenant mettent à disposition la capacité à un système d'information de requêter leur système d'information pour récupérer les données. Et c'est ce qu'on appelle les connecteurs API. Vous avez maintenant certains fournisseurs d'énergie qui proposent ces technologies-là plutôt que de passer simplement par un espace client sur lequel on viendrait récupérer les informations. Et l'autre point aussi qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est également l'instrumentation par exemple de sous-compteurs qui peuvent vous aider à automatiser les consommations que vous devrez retirer des consommations générales qui ne rentrent pas dans le cadre de vos déclarations, comme par exemple les véhicules électriques, les parties logements ou toute autre activité non assujettie. Plutôt que de relever simplement un compteur par quelqu'un manuellement,
vous pouvez déployer des solutions pour automatiser la collecte de ces compteurs sur votre TGBT par exemple, et ainsi automatiser cette récupération. Donc dans tout ça, on voit bien que, que de s'appuyer sur une plateforme de management de l'énergie a tout son sens pour pouvoir, vis-à-vis de ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait récupérer toutes les informations sur un même point de mesure par plusieurs moyens et ainsi maximiser vos chances d'avoir l'entièreté de vos données pour pouvoir avoir le luxe de pouvoir s'appuyer sur le plus de données possible pour vos déclarations et vos périodes de référence. Vous aurez toujours des choses que vous ne pourrez pas automatiser. Vous allez toujours avoir une chaudière bois, quelque chose qui sera minoritaire à l'échelle de votre parc, mais qui ne sera pas automatisable. Mais en tout cas, par une plateforme EMS, vous pourrez ainsi centraliser vos données et avoir le plus de chances de savoir la matière que vous avez à disposition. Je dois quand même préciser que nos énergie managers au bureau, malgré la plateforme, ne sont pas tout à fait dans la position de droite. Mais c'est imagé, effectivement. Ouais. Voilà, avec ces technologies-là, ce qui est important aussi, c'est de garder un petit peu d'humain là-dedans, puisque la technologie vous aide, mais fait pas tout. Et nous, on le voit vraiment dans un sens d'un couple ou d'un binôme, si vous voulez, entre un point de vue métier, un point de vue technique qui vous apporte la vision de terrain et qui vous aide à identifier, on a réussi à récupérer ça, maintenant il faut travailler ça par étapes, etc. Et aussi d'avoir la possibilité de vous apporter des ordres de grandeur pour vous y retrouver dans tout cela. Mais également, la récupération de données, c'est un combat de tous les instants. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez réussi à récupérer l'entièreté de ce que vous souhaitez que ça va être vrai demain et d'autant plus les années à venir. Donc en fait, c'est un travail continu et justement un point de vue métier qui vous aide justement à avoir cette qualification de données en continu, c'est un point essentiel. Le data de l'autre côté vous aide en fait à créer en fait tout un tas d'algorithmes permettant de maximiser toujours vos capacités et votre productivité de récupération de l'information. Puisque EDF par exemple a changé son espace client. Donc si vous aviez mis en fait des processus automatiques pour récupérer des informations sur EDF, maintenant que c'est changé, du coup il faut mettre à jour en continu. En tout cas voilà, la partie informatique de la captation de données est important et c'est pour ça que le couple entre la vision métier et la vision data est primordial dans cette quête. Un exemple d'éléments permettant de vous rassurer sur les données, c'est de regarder un petit peu si vous avez réussi à tout capter. Pour rappel, ce que vous pouvez utiliser, c'est donc les factures d'énergie, les données de distributeurs qui peuvent être détaillées en tant que deux types de données. Si votre compteur est communicant, vous pouvez récupérer ce qu'on appelle des courbes de charge. Au pas de temps 10 minutes ou 30 minutes pour les C5. Mais également aussi des index qui servent aux fournisseurs à vous facturer, ce qu'on appelle les données facturantes. Et donc avec tout ça, j'imagine que vous avez plein d'exemples comme ça. Imaginez que vous deviez recevoir des factures sur un certain nombre de points de livraison et pour une raison X ou Y, votre fournisseur d'énergie vous la met pas à disposition ou n'est pas à disposition en tout cas sur l'espace client. En fait, de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, récupérer par d'autres acteurs comme les distributeurs d'énergie, ça vous aide du coup à avoir une entièreté du kilowattheure pour vos déclarations et d'autant plus pour vos périodes de référence. Et c'est ce qui permet in fine d'avoir des taux de complétude très intéressants et puis après aller chercher le dernier kilomètre en termes de fournisseurs ou distributeurs d'énergie qui ne seraient pas automatisables. Optimiser maintenant, une fois que vous avez du coup collecté toutes ces informations, la première étape c'est d'essayer de récupérer le plus d'historique possible. Puisque, pour rappel, pour votre période de référence, vous avez le droit d'utiliser des données à partir de 2010. Mais pour cela, il faut pouvoir les récupérer. Et donc, les deux grands distributeurs d'énergie en France, sur l'électricité et le gaz, GRDF et Enedis,
ont mis à disposition, il n'y a pas si longtemps que ça, des systèmes permettant de requêter les historiques des points de livraison. Donc c'est des valeurs annuelles calendaires. Donc vous ne pourrez pas faire du glissant, hein, même si vous avez le droit de le faire, puisque voilà, il vous donne une année, vous avez consommé tant du 1er janvier au 31 décembre. Mais en tout cas, ça vous donne des possibilités d'avoir des données historiques que vous n'auriez pas pu avoir si vous vous basiez simplement sur vos espaces clients fournisseurs. Parce que voilà, vous changez de fournisseur d'énergie au cours du temps et de facto, vous n'avez pas accès à tout l'historique forcément. Et là, grâce à ça, eh bien, on arrive à récupérer des données historiques anciennes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour faire vos références. Voilà. L'autre point pour pouvoir optimiser les consommations, c'est de tenir compte, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, des facteurs d'intensité d'usage. Bon, aujourd'hui, vis-à-vis de vos activités dans vos bâtiments, hein, vous n'avez pas encore tous les facteurs d'intensité d'usage que vous allez pouvoir utiliser pour ajuster votre cible. Aujourd'hui, voilà, il y a environ 40% hein, des typologies d'activités qui ont le facteur d'intensité d'usage, comme par exemple une partie de la catégorie bureau, sur lequel du coup vous retrouvez le taux d'occupation, les heures, d'occupation et puis le nombre de mètres carrés par poste. Vous en avez aussi une partie pour l'enseignement, sauf l'enseignement supérieur, et puis une partie de la logistique. Donc notre conseil, c'est plutôt de prendre connaissance de ces facteurs d'intensité d'usage parce que c'est ce qui va pouvoir vous permettre d'ajuster votre cible. Je vous prends un exemple. Dans un bâtiment de bureau, vous aviez des activités standards de bureau classiques. Et une partie de vos bureaux maintenant est occupée par une des filiales qui doit avoir une activité 24 heures sur 24. De facto, ça va changer toute votre cible parce que vous allez consommer plus d'électricité pour éclairer la nuit, etc. et apporter du confort avec du traitement terminal. Donc voilà, prendre en compte ces facteurs d'intensité d'usage vis-à-vis de vos activités, c'est intéressant dans ce cadre-là pour pouvoir ajuster au mieux vos cibles et dans ce cadre-là pouvoir les ajuster à la hausse. On a pris un petit exemple pour illustrer le propos, un exemple d'un bureau composé de 2 tiers de bureaux standards, donc fermés, et 1 tiers d'open space. Et donc, grâce à ça, vous avez vos valeurs étalons qui sont publiées. Mais vis-à-vis de ces facteurs d'intensité d'usage, vous vous rendez compte que les valeurs étalons sont différentes que celles que vous avez vis-à-vis de ce que vous avez mis comme process pour mesurer ces facteurs d'intensité d'usage. Eh bien, rien qu'en remplaçant, par exemple, le taux d'occupation de 70, qui est la valeur étalon, à 80%, eh bien, ça module à la hausse votre CEAPS. Et donc, dans ce cadre-là, de l'ordre de quasiment 10%. Donc, en tout cas, voilà, le maître mot, c'est vraiment prenez le temps de regarder ces facteurs d'intensité d'usage pour ajuster au mieux la cible de vos EFA. Merci. Merci. Oui, monsieur. Est-ce que vous pourriez donner votre vision de ce qui est du ressort du locataire et de ce qui est du ressort du propriétaire? Pierre, tu veux... Ouais. C'est vrai que la limite est parfois poreuse dans les textes. De base, le propriétaire, lui, son rôle, c'est de définir quel bâtiment il possède et quels sont ses locataires à l'intérieur de ces bâtiments. Et il doit, de base, fournir les consommations des parties communes au prorata des locataires. Donc, un truc très classique, c'est un propriétaire qui paye le chauffage urbain en centrale ou la chaufferie gaz, la climatisation et l'éclairage des parties communes. Du coup, son rôle, c'est de fournir ces informations de consommation au prorata de chaque locataire. Le locataire, lui,
il doit dire quel immeuble il occupe, donc comme a montré Xavier tout à l'heure, pour faire le lien en fait entre ce que le propriétaire aura publié en termes d'entité bâtimentaire et lui. Et le locataire, lui, doit publier les consommations qui lui sont propres, plus la quote-part de ses parties communes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas prêt au 30 septembre 2022 ? Alors, on ne va pas répondre à la place du législateur, mais ce qui a été plus ou moins dit plusieurs fois, c'est qu'il y aura une latitude et une souplesse plus forte pour cette première déclaration que pour les suivantes. Et ça a été plus ou moins dit qu'il y aurait quelques mois, notamment pour ajuster, et que s'il y a des erreurs, ce serait... alors après, ça n'a pas été précisé exactement sur ce que... Ça veut dire peut-être que les sanctions ne seront pas spécifiquement regardées dès le mois qui suit la première échéance et ce genre de choses. Le législateur a plusieurs fois parlé de répétition générale pour cette première déclaration. Et d'ailleurs, il pourrait difficilement en dire autrement, puisqu'il y a beaucoup de valeurs qui ne sont pas encore sorties concernant les sous-catégories d'activité. Donc voilà, l'un dans l'autre, ce serait difficile d'exiger une exemplarité à tous, alors qu'il y a des éléments qui manquent pour être complètement prêts pour tout le monde. Une dernière peut-être, et après... C'est le propriétaire qui doit lui fournir. Non, le locataire, il déclare ses propres consommations, plus la quote-part des parties communes qui lui vient de son propriétaire. Je précise qu'on est juste à côté là pour les autres questions. Si vous souhaitez nous voir, donc stand Adviseo sur le village BIM et numérique. Merci.